Bon, vous nous connaissez déjà, on est déjà venu une fois, donc je vais être assez bref sur les présentations. Je rappelle juste qu'on est une équipe de bénévoles, on s'amuse à explorer des trucs comme P5JS, Processing, des API comme Web Audio, Pizzicato, on a le grand maître du Pizzicato là, qui va intervenir dans pas longtemps. Donc voilà, parce que l'objectif c'est vraiment de s'amuser, de découvrir. Quoi dire, on a fait au mois d'avril un petit atelier d'initiation en JavaScript. On a eu une dizaine de personnes, c'était plutôt cool. Et puis pour cet atelier d'initiation, on est vraiment resté au niveau des fondamentaux du JavaScript, des choses très basiques. Comment créer, enfin ça c'était le résultat final de ce qu'on a fait pendant cet atelier. Une petite liste sous forme d'un tableau avec génération d'une liste HTML. Et puis on a vu comment le faire avec comment ça s'appelle, avec CodePen, et puis aussi avec un autre site que j'ai découvert récemment, qui est pas mal du tout pour s'initier, pour s'amuser, pour découvrir. C'est Live Code Circle que j'avais mis. Ah bah c'est celui-là en fait. Voilà. C'est un peu la même chose que CodePen, mais c'est plus orienté vraiment pour les étudiants, pour découvrir la programmation. On met tout dans une seule page, contrairement à CodePen où vous avez 3 parties, une partie HTML, une partie CSS et une partie JS. Là, vous mettez Ah, pardon. Je suis parti au mauvais endroit, moi. Dans Live Code Circle, qui est un truc piloté par une université. En fait, vous avez tout dans la même page. Vous définissez vos différents blocs. Derrière, c'est du Meteor.js qui vous régénère toute la page complète et qui vous donne le résultat sur la partie de gauche. Plutôt sympa, assez amusant à utiliser. Et puis, je pense qu'on refera des ateliers de ce type-là. Alors, peut-être avec une thématique plus vers, par exemple, P5JS ou vers Web Audio. Ou, enfin, voilà, on essaiera d'en refaire régulièrement. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure qu'on faisait des meet-ups, c'est que y a plein de gens qui ont envie de s'initier à ces techniques de programmation créative, mais qui ne savent pas forcément par quel bout prendre le sujet, qui ne sont pas comme vous, étudiants, enfin pour ceux d'entre vous qui êtes étudiants ici dans la programmation. Pour les gens qui sont vraiment néophytes, c'est peut-être un peu difficile de se lancer, de trouver avec quel langage se lancer. Est-ce que c'est du JavaScript? Est-ce qu'il vaut mieux aller vers du Python? Moi, je dirais, faites du JavaScript, mais le problème, c'est qu'il faut trouver les bons bouquins ou les bons cours. Alors, il y a bien sûr tout un tas notamment de Fab Labs qui permettent aujourd'hui à pas mal de gens de s'initier, mais bon, tout le monde n'a pas forcément accès à tout cet écosystème. Et je pense que pour certaines personnes... Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que P5JS, que j'aime beaucoup, moi, comme projet, pour s'initier à la programmation et au graphisme, il n'y a pas beaucoup de bons tutos sur P5JS. Enfin, il y a des bons tutos, mais pas en français, ou peu en français. Il y a peu de documentation réellement intéressante et à jour en français. Et pour les personnes qui sont néophytes en programmation et qui donc doivent appréhender des problématiques un petit peu techniques, le faire dans une langue qui n'est pas sa langue naturelle, c'est pas évident. Donc pour ma part, j'ai fait récemment, j'avais présenté dans la continuité de cet atelier, j'ai rédigé un tuto que j'ai appelé, que vous retrouvez ici dans mon GitHub. Il y a 2 PDF en fait. Le premier, c'est vraiment un tuto d'introduction au JavaScript et à P5JS. Donc on découvre, j'ai pris des exemples de vieux algorithmes vintage, on pourrait dire, genre des épicycloïdes et des formes un petit peu rigolotes comme ça, avec des algorithmes qui sont relativement faciles à comprendre et qu'on peut ensuite hacker assez facilement. Donc voilà, si vous connaissez des personnes qui ont envie de s'initier à ce genre de sujet mais qui ne savent pas trop comment faire, vous pouvez leur suggérer de prendre ce tuto et puis d'essayer pour voir si ça peut les aider. Bon, je pense que moi, dans ce tuto, j'ai surtout mis l'accent sur l'utilisation au travers de CodePen, le Live Code Circle, comme je vous disais. Et puis, je l'ai mis à jour ce week-end, d'ailleurs, pour ceux qui éventuellement l'avaient déjà
consulter. Je l'ai mis à jour ce week-end pour rajouter un chapitre expliquant comment générer du PDF avec P5.js, parce que P5.js ne propose pas cette fonctionnalité en standard. L'autre tuto, c'est celui-là, c'est plus un gros support. Alors lui, il n'est pas vraiment... ça, c'est plus pour vous, parce qu'il n'est pas vraiment adapté pour des débutants. C'est c'est mon support de cours, celui que j'utilise quand je donne des cours en entreprise, que j'ai constitué au fil de l'eau depuis... j'ai commencé à la première version, date de 2009. Je le mets à jour régulièrement. Je l'avais laissé un peu en friche pendant une période. Et là, j'ai recommencé à le remettre à jour parce que JavaScript évolue à une vitesse dingue. Et j'ai commencé à réintroduire dedans quelques éléments de S6, la nouvelle norme JavaScript. Mais bon, je suis très loin du compte. Il y a encore un énorme boulot. Et puis, je vais continuer à le faire évoluer aussi pour de plus en plus vers des techniques autour de Node.js. Mais pour l'instant, j'en suis encore loin. Mais si vous avez besoin d'une documentation autour de JavaScript, n'hésitez pas à la piocher dedans et à regarder si vous trouvez des informations qui peuvent vous intéresser. Par exemple, vous y trouverez comment faire du data binding, un peu à la façon d'Angular, mais sans Angular. Vous trouverez comment faire du drag and drop de données d'une liste HTML vers une autre liste HTML, ou d'un tableau HTML vers un autre, etc. Donc plein de trucs comme ça, des projets sur lesquels j'ai eu à bosser ces dernières années. Voilà, pour moi c'est tout. Donc, alors je vais commencer déjà par vous montrer un petit truc que j'ai fait il n'y a pas trop longtemps. C'est tout. Ok, donc ce que vous venez de voir, c'est une visualisation que j'ai faite avec WebAudio et D3JS. Donc, c'est-à-dire que les machins qui bougent et tout ça, ils bougent réellement à la musique. Donc, si on change la musique, ils vont bouger différemment. C'est pas juste une animation qui est exportée comme ça. Et donc, aujourd'hui, je vais parler un peu de ça, en fait, de comment créer des visualisations à partir du son et de l'audio directement dans les browsers. Et bon, je m'appelle Alex et vous me trouverez dans tous les réseaux sociaux du style CodePen, GitHub et Twitter et tout ce genre de trucs avec les pseudos Alemangui, voilà. Et j'ai ce truc, nickel. Ouais. Alors, donc, au fur et à mesure de la présentation ce soir, je vais essayer de donner les bases pour que vous puissiez après faire votre propre visualisation. Et j'ai utilisé deux librairies. Donc, la première, c'est Pizzicato.js. C'est une librairie qui permet de faciliter un peu l'interaction avec WebAudio. Et j'ai créé cette librairie il y a à peu près 2 ans. Et j'ai continué à l'utiliser et à la maintenir. Donc, elle est open source, bien sûr. Donc, si vous avez des soucis, quoi que ce soit, faites un issue et puis je vais essayer de me débrouiller. Et de l'autre côté, il y a D3. D3, c'est une des librairies principales et plus grandes de JavaScript. Et c'est une librairie pour la visualisation des données. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà utilisé D3 ? Ah ouais, quand même. Il y en a quelques-uns. C'est bien. Voilà, donc on va essayer de mélanger ça et voir ce que ça donne. Il faut que je le dise, j'ai prévu de faire un peu de live code, donc il se peut que ça ne marche pas. Donc si c'est le cas, désolé. Et surtout que j'étais censé un peu à pratiquer un peu hier, mais j'étais scotché à la télé regardant les élections et tout ça, donc j'étais un peu stressé et tout. Donc, bon, on va espérer que ça marche. Ok, donc le talk, il y aura trois épisodes principaux, on va dire. D'abord, on va voir les bases, hyper bases du développement web, vraiment hyper bases. Et puis, on va voir les bases de la visualisation des données. Et finalement, on va voir les bases de web audio. Et puis, on va mélanger tout ça pour voir ce que ça sort. Ok, d'accord. Donc, on va commencer par le développement web. Donc, tout simplement, le développement web, c'est faire des trucs qui peuvent être exécutés dans les browsers. Donc, idéalement aussi qu'on puisse les télécharger par Internet et que par moyen du browser, on puisse faire des applications ou des sites, tout comme ça. Et en gros, il y a 3 éléments. Il y a 3 fichiers qu'il faut faire. Voilà. Il y a le HTML qui donne la structure de notre appli ou de notre site. Donc, avec l'HTML, on peut dire
ceci est un header ou ceci est un paragraphe ou un bouton. Voilà. Puis il y a le CSS, le Cascading Style Sheet, qui permet de donner le style. Donc je veux bien que mon contenu soit centré et puis que les headers soient bleus et que machin bidule comme ça. Et puis il y a le JavaScript. Et le JavaScript, c'est le langage de programmation du web. Et c'est-à-dire que tout ce qui est dynamique, on va le faire là-bas. Et une fois que ces 3 trucs sont faits, le browser va les prendre, va faire de la magie noire et va nous montrer un site ou une application qui marche, enfin, normalement. Alors, sachant que la frontière est plutôt floue, hein, parce qu'on peut quand même mettre du JavaScript ici dans HTML avec des valises script. On peut modifier les CSS à partir du JavaScript, etc. Mais en gros, il y a 3 divisions, on va dire, dans la partie de développement web. Et on va essayer de faire un petit truc, voir si ça marche pour vous montrer. Donc on était, voilà, c'est là les browsers. Donc on va aller à CodePen. Vous connaissez CodePen? Ah, d'accord. Donc on va créer un CodePen, New Pen. Je vais changer la vue quand même parce que c'est un peu chiant. Voilà. Donc ici, en CodePen, on a les 3 divisions en haut. Il y a la partie HTML à gauche, CSS au milieu et JavaScript à droite. Et c'est-à-dire qu'on peut donc faire des choses, par exemple. On arrive à voir ou c'est beaucoup trop petit? C'est bon? Ok, donc si j'ai fait un header Hello World, et c'est les H1, pas HQ, H1. Et puis, je peux faire par exemple un paragraphe. On va faire 2 paragraphes dans le site. Oups. Voilà, je vais le copier-coller. Pour le texte, je sais pas, je vais aller choper un lorem ipsum quelque part. Lorem ipsum, all the facts, nickel. Allez, on va prendre ces paragraphes-là et celui-là. Voilà. Donc ici, on va coller le premier paragraphe, ici le deuxième. Ok, donc en bas, on commence à voir le résultat. On a un truc assez pourri, parce qu'il n'y a pas du tout de formatage ni rien, mais on a quand même déjà une différence entre le header et le paragraphe. Et puis finalement, on peut mettre aussi des boutons. Par exemple, si je vais mettre un bouton qui dit... On peut mettre aussi des identifiants dans le tag. Donc je peux dire l'ID de mon bouton, ça sera BTN, parce que je suis un peu feignasse. Et puis on va dire press me, ouais. Et donc en bas, on voit un petit bouton à droite apparaître. Donc nickel. Puis il y a la partie CSS, donc ça c'est dégueu. On peut dire, bon, mon body déjà, j'aimerais bien qu'il prenne 700 pixels et puis que ça soit centré. Et donc pour centrer, il faut faire un margin left auto, margin right auto. Centrer un HTML, c'est un des trucs qui est juste nécessairement complexe. Mais bon, bref, je ne vais pas y aller. Je vais pas râler tout de suite. Il y a le paragraphe aussi. On peut dire, bon, les font size de mes paragraphes seront plutôt 1.5 EM. Et du coup, ça va être plus grand. Et on va dire du bouton aussi, parce que sinon on ne le voit pas. Bouton, OK. Et on peut dire aussi, par exemple, le H1 sera bleu. Oups. En fait, fun fact, Chuck Norris est un couleur pour HTML. Enfin, Chuck Norris, c'est plein de trucs. Juste les strings sont des couleurs. Je crois, hein, on va voir. Attends, Chuck Norris. Chick. Bon, bref, et dans quelques browsers, il y a c'est pas un bug, mais il y a un truc de l'aspect où ils essaient de parser quand même si c'est un truc qu'ils connaissent pas, et donc tu peux mettre n'importe quoi dans les couleurs, et c'est assez drôle. Ok, donc on a vu le HTML, on a vu le CSS, et finalement, il y a le JavaScript. Et donc le JavaScript, c'est un langage de programmation, comme les autres. Enfin, pas vraiment, ouais. Presque. Et donc, on peut faire, on va choper les boutons déjà, donc document.getElementById. Et l'ID qu'on a donné, c'était BTN, super bien nommé. Et bouton.addEventListener. Et on va dire qu'au moment du clic, on veut avoir un alerte qui dise Hello école 42. Et donc, normalement, si on tape sur Press Me, on aura Hello école 42. Nickel! Donc voilà, on a là les 3 divisions assez classiques du développement web. Mais il y a un truc intéressant pour la visualisation des données, qui est que dans le HTML lui-même, on peut mettre de graphiques vectoriels. Et ça, c'est super chouette, du SVG. Et le SVG, en gros, voilà, c'est des formes vectorielles, pas du bitmap. Et vraiment, on peut mettre ici, on va dire, on va mettre un SVG, un tag SVG,
qui va fermer aussi, parce que voilà, on est bien. Et puis on va mettre par exemple un circle. Et on va dire centre X, ça sera 100. Centre Y, ça sera 100. Et les radius sera 50. Ah, merde. Je vais dire zut. Et ici, on a un petit cercle et qui est vectoriel. C'est nickel. Il y a aussi par exemple de rectangle. Donc X, on va dire... X, on va le mettre en, je sais pas, en 40. Y, 10. On peut mettre le width à 100 et les height à 20 par exemple. Oups. Et on va voir normalement si j'ai pas fait n'importe quoi, j'ai peut-être fait. Ah oui, merci. Circle et rect. J'ai pas fermé. Voilà. Donc maintenant on voit le rectangle ici. Donc ça c'est assez agréable aussi. On peut même mettre du style dans le SVG depuis le CSS. Et donc, justement, on va s'en servir pour faire les visualisations des données là-dessus. Donc, de retour à notre présentation. Luc. Vous avez vu Concurry? Vous savez qu'il y a un deuxième qui a été annoncé? Ouais, j'ai hâte. Ok, donc, ça, en parlant d'SVG, ça fait une belle transition pour aller parler de la data vis. Et en gros, la visualisation des données, la data vis, c'est avoir des données et les visualiser. Ouais. C'est vraiment aussi bête que ça. Parce que finalement, il y a des trucs super sophistiqués, mais ça revient à ça. Donc, par exemple, ici, j'ai un tableau de montants, on va dire les montants que j'ai dépensés dans le déjeuner d'un lundi au vendredi. Et on aimerait bien le voir. Et les trucs les plus simples, bon, c'est un graphe de barres horizontales qui représente chaque montant. Après, ça peut être très, très poussé. Hein. Il y a des trucs 3D super sophistiqués avec des cartes, des gardiens couleurs, tout ça, qui font le café. Pour l'instant, on va rester dans les bases. Et disons qu'on veut faire ça. Alors, pour cela, donc, on a déjà du SVG, ce serait pas mal d'utiliser. Et il y a D3 derrière. Et D3, c'est vraiment une librairie super. Elle est incroyable. Et on va faire plus de code. Yeah. Alors, donc, imaginons qu'on a... Enfin, déjà, on va peut-être dégager tout l'HTML que je viens de faire. Et on avait 5 jours, c'est ça, lundi à vendredi. Donc, on va faire un SVG avec... Oups, SVG avec 5 rectangles. Ouais. En fait, c'est un AZERTY, mais j'utilise comme QWERTY, et donc, 2 fois, j'ai galère. Donc, il y aura 5 rectangles. Bon, côté indentation, c'est pas top. Plop. CSS, pour l'instant, on va pas faire. Et côté JavaScript, vous êtes sûr que vous arrivez à voir? Sinon, je peux peut-être pousser la fonte un peu plus. Hein. Ouais, au cas où. Donc, attendez, comment je peux faire ça? Ça, c'est un truc... Alors, normalement, ouais, non, leave. De toute façon, on peut le refaire. Et ici, normalement, il y a Settings. Ouais. Et ici, quelque part, il y a le font size. Ouais, Save all settings. Settings saved. Et on va recommencer. Désolé. Hein. Alors, normalement, on devrait voir un peu plus. C'est mieux, non? Donc, on disait, je vais créer un SVG avec 5 rectangles, qui pour l'instant, je ne vais pas mettre des paramètres du tout dedans. Voilà, très bien. Et puis, donc, côté JavaScript, on avait un tableau avec 5 prix. Donc, je vais créer le tableau, on va l'appeler Prices, et je ne me souviens plus exactement du montant, mais on va dire que c'était 8, 10, 50, 40, on s'en fout. Puis 14 €, un jour que je me suis fait plaisir. Puis 7 €, puis le vendredi, on est monté à 20 € parce qu'on a fait l'apéro. Alors, tant que je suis là, j'ai commencé à créer 2-3 constantes liées à ma visualisation. Donc, on va dire que le width de ma visualisation, on va le faire à 400. Et le height, on va le faire à 400 aussi. Voilà. Et comme c'est un tableau, comme c'est un graphe de barres horizontales, chaque barre est l'une au-dessus de l'autre. Donc, on sait déjà que l'auteur de chaque barre sera l'auteur de ma visualisation divisé par le nombre de données que j'ai. Donc, ça, on peut le mettre aussi, hein, tant qu'on est là. Donc, bar height sera égal à la height divisé par le nombre des prix que j'ai. Et là, on va commencer avec D3. Donc, D3 fait beaucoup de choses, mais on va se focaliser sur 3 à peu près.
D3 permet d'abord de faire des sélections dans l'HTML, donc un peu comme jQuery. Il permet aussi de setter des attributs dans les éléments du HTML. Et il permet, de façon plus importante, de binder des données à ces sélections qu'on a faites. Donc ça paraît un peu abstrait, mais on va voir comment ça marche. Déjà, je vais sélectionner le SVG. Donc ça se passe aussi simplement que dire D3, sélectionne-moi le SVG. D'accord. Et je vais commencer donc à mettre le width et le height de mon SVG. Et pour cela, je vais dire attribut width, ça sera le width. Et vous avez deviné, height sera le height. La fonction attr prend comme premier paramètre le nom de l'attribut qu'on veut setter et comme deuxième paramètre la valeur. C'est assez simple. Puis, donc, à ce moment, je suis à ce niveau de sélection, je suis là. Et j'aimerais bien aller à ce niveau et mettre ces tableaux dans ces éléments-là d'une façon ou d'une autre. Donc, pour cela, on peut dire .select all, parce qu'on veut tous le rectangle. Et là, c'est là où la magie de D3 arrive. On peut tout simplement faire data prices. Et ça, donc, on vient de binder les données qu'on a ici aux rectangles qui sont là. Donc, le 8 sera bindé, on va dire, au premier rectangle, le 10-40 au deuxième. Et voilà. Donc, ça, c'est assez puissant. Mais comment on extrait ces données? Parce que finalement, ok, c'est bien qu'ils soient là, mais on ne voit rien dans l'écran. Hein, donc, à ce moment-là, on peut commencer donc à setter les attributs des rectangles. Encore une fois, ce qu'on a sélectionné, c'est tous les rectangles ensemble. Donc, on va mettre par exemple l'attribut X. Tous les rectangles auront le même X, parce qu'ils sont tous collés à gauche. Donc, X0, Y0, c'est le coin ici, le coin en haut à gauche, comme dans le Canva HTML, comme un peu partout. X est ascendant à droite, Y c'est ascendant en bas. Et donc ça veut dire que tous mes rectangles vont être collés à gauche. Donc le X de tous sera 0. Alors après, Y. Oupsie. Y c'est plus compliqué en fait, parce que chaque rectangle aura un Y différent. On ne peut pas juste mettre tout, sinon on ne les fera plus. Et il y a une variante de cette fonction attr qui reçoit comme premier paramètre, encore une fois, le nom de l'attribut, et comme deuxième paramètre, une fonction pour définir cet attribut de façon dynamique. Et la fonction reçoit comme paramètre le morceau de données qui lui correspond, dans ces cas-là, le prix qui correspond au rectangle, et son index. C'est-à-dire que, par exemple, le premier aura un prix de 8 et l'index 0. Le deuxième aura un prix de 10,40 et index 1. Au fur et à mesure, voilà. Donc ici, l'Y est plutôt simple. On va multiplier l'auteur de la barre par son index. Voilà, donc c'est bar height fois index. Très bien. Maintenant, on va faire le width. Pour l'instant, ça va être aussi dynamique parce que ça dépend du prix. Donc on va copier-coller à peu près la même chose. Sauf que le width de nos rectangles, c'est juste le prix. On va mettre, voilà, c'est un graphique comme ça. Et finalement, le height c'est le même pour tout le monde. C'est le bar height qu'on a calculé tout à l'heure. Et c'est bon. Et est-ce qu'on voit quelque chose là? Ah, non, j'ai raté parce que je n'ai pas rajouté D3 dans mon CodePen. Donc c'est assez dommage. Donc on vient ici. On dit mets D3 s'il te plaît. Merci. Est-ce qu'on veut sauvegarder? Peut-être pas, parce que de toute façon j'ai peut-être raté. Où ça? Quatrième ligne. Merci. Ah, bien vu. Et voilà, on a la visualisation des données la plus pourrie du monde. Pour ceux qui n'arrivent pas à la voir, parce qu'elle est vraiment très pourrie, et je vais faire zoom. Ah, elle est là. Ok, elle est pourrie. Et elle est dégueu pour plusieurs raisons. Et la plus évidente, c'est que les montants sont pas bons, quoi. Enfin, 8 pixels, c'est rien du tout par rapport à une visualisation des 400 pixels et même pas en écran des je sais pas combien. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais il y a un autre instrument de D3 qui nous permet de normaliser ces données, qui est super pratique, qui s'appelle unscale. Donc, unscale, on les crée comme ça. On dit D3, donne-moi un scale linéaire parce que j'ai comme donnée un domaine de 0 à mon prix maximum. Donc, mon prix maximum à ce moment, c'est 14,40. Donc, ça, c'est ce que j'ai. Et ce que je cherche à voir, par contre, c'est un domaine de 0 à
le width de ma visualisation. Donc, D3, débrouille-toi pour me donner la valeur correspondante dans une échelle linéaire. Et donc, ici, dans le width, au lieu de mettre un callback, on va juste donner le scale qu'on veut. Et pam, on a quelque chose un peu moins dégueu. Juste un peu. Ici, donc, c'est-à-dire que maintenant, on est plus dynamique parce que si je change le width à 700, le scale va faire ce qu'il faut faire pour me donner les tailles des barres qui correspondent à cette taille. Donc, c'est cool. Alors, il y a un autre truc qui est un peu dégueu, c'est que les barres sont toutes collées. Donc, on va donner un peu d'air. On va dire que le height de chaque barre, ça va être... non, attends. Le bar height, c'est height entre price point next, -2. Ouais, on va dire -2 pour donner une petite marche. Et donc, Y, il va falloir ajouter ces 2 pixels pour avoir une petite barre au milieu. Donc, on arrive à l'avoir à peu près. Ouais. Bah, OK, c'est un peu mieux. Et finalement, on va mettre une couleur un peu plus sympa, quoi. Je connais par cœur la couleur de la boîte où je bosse, donc on va mettre celle-là. C'est un peu un bleu Marseille. Hein. Bon, bref. OK, bah c'est un peu mieux. On a un graphe qui est plus dynamique. Si on change la taille, les barres vont changer. Si on change les données, les barres vont changer aussi. C'est bien. Par contre, il y a un problème. Imaginons que j'ai dit, bon, maintenant je vais mettre les données de samedi et dimanche. Donc samedi, c'était 10 € et dimanche, c'était 7,40 €. Ben là, on ne les aura pas. Et on ne les aura pas parce qu'on n'a pas le rect qui vont avec. Et le problème, c'est que dans la vie réelle, on ne peut pas être forcément sûr de combien de données on aura. Et plus que ça, on aimerait bien pouvoir réutiliser nos créations de D3 avec d'autres sets de données. Donc, c'est un peu con de dépendre d'un HTML précis. Donc, la vie réelle est plutôt ça, en fait. C'est paf, on n'en a rien. Et pour cela, D3 permet de faire une petite astuce pour rajouter les éléments qui nous manquent pour être, on va dire, au niveau de nos données. Donc, une fois qu'on a bindé les données ici en prices, il y a un moyen de dire Enter, et ça va prévenir D3 qu'il y aura des modifications au niveau de la sélection où D3 se trouve. Et puis, on peut dire juste Append Rect. Et avec cela, donc, on aura les rectangles qui vont avec la taille de notre tableau. Donc ici, si je rajoute plein, hein, on aura donc plusieurs barres, mais finalement, la visualisation reste assez dynamique. On peut changer ce qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'est chouette. On commence à peu près à comprendre ce qui se passe. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on peut faire des sélections. Les sélections vont interagir avec un élément de l'HTML. On peut changer des attributs soit avec des valeurs, soit avec des fonctions. Et en plus, on peut binder des données. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que voilà, on peut s'en servir de ces données qui ont été bindées pour ces attributs. Très bien. Donc là, on vient de faire un graphe de mon temps de déjeuner. C'est pas super passionnant. J'avais promis qu'on allait faire des trucs avec la musique. Donc, on va passer à l'épisode 3, la partie web audio. Et pour cela... Non, ok. Je l'ai fait ou pas? Ouais, on va essayer, on va essayer. J'ai mon Leapmotion parce que normalement, dans les meetups, j'essaie de faire un truc avec la Leapmotion. Et j'ai un site que j'ai déjà fait pour montrer à peu près de quoi D3 est capable. Donc, j'espère que ça a marché. Ah oui, il y a la Beach Ball of Death chaque fois que je branche le Leapmotion. Donc, good. Sinon, ça va? Ah, c'est bon, ok. Ok, et ça s'appelle, je l'appelais la Funk Machine. Donc, j'espère que le machin va être détecté par Chrome. Je l'ai de l'autre côté. Ok, on va voir. Oupsie.
Bon, alors, tout ce que vous venez d'entendre, ça a été vraiment synthétisé par le browser. Et ça, c'est un truc de fou. Parce que normalement, quand on voulait modifier de l'audio comme ça, il fallait passer par des logiciels assez poussés, du style Logic ou GarageBand, des trucs comme ça. Et par contre, là, c'est Chrome qui a pris l'onde du son et qui l'a morphé et qui a fait des trucs pour qu'on écoute ce qu'on vient d'écouter. Et donc ça, c'est grâce à l'API Web Audio. Et l'API Web Audio est déjà nativement supportée par tous les browsers dignes de ces noms, c'est-à-dire pas IE. Et donc, et voilà, donc c'est vachement amusant. Et la façon dont ça marche, en gros, enfin, c'est pas nécessaire vraiment de savoir comment ça marche pour cette présentation, mais je vais quand même donner une petite introduction. Dans les browsers, on crée un objet qu'on appelle le contexte, que j'ai à peu près représenté par ces trucs blancs, qui est notre studio, en gros. C'est tout ce qui se passe côté audio, on va le créer là-dedans. Ces contextes ont une property qui s'appelle la destination, qui est cette petite partie-là, qui est liée à la sortie du son de la bécane qu'on est en train d'utiliser. Donc, dans mon cas, c'est les 500 qui sont là, des fois, c'est le casque, etc. Et donc, dans ce studio, qui a une sortie au 500 de la machine, on peut créer des nœuds, des nodes. Et ces nœuds sont des petits bidules qui font soit génération d'une onde, soit modification de cette onde. Donc, par exemple, c'est là, on peut créer un nœud qui s'appelle oscillator node, qui va générer une onde périodique, sinusoïdale ou carrée, ou comme on veut. Donc, ça va être un nœud de génération. Il y a aussi un nœud qui permet de choper ce qui est pris de micro de l'ordi et qui les passe au contexte. Donc, ça génère aussi de la signal d'une certaine façon. Il y a d'autres nœuds qui permettent de l'éditer. Par exemple, il y a le gain node qui permet de faire l'onde plus grande ou plus faible. Il y a le delay node qui permet qui reçoit l'onde, la garde un petit peu et puis la renvoie. Donc, il y en a plein. Après, on prend tous ces nœuds, on les connecte entre eux, on branche tout. On a un graphe des routages audio où toutes les signaux passent. Et la sortie de cette graphe, normalement, on la branche à la destination et on entend le résultat. C'est cool. Alors, je vais montrer un exemple assez basique. Allez, on y go. Sauf que, je le fais où? Peut-être pas d'un CodePen. Ouais, je vais le faire directement dans Chrome. Comme ça, ça va être plus simple peut-être. Est-ce qu'on arrive à bien voir? Ouais, normalement, ouais. Alors, donc déjà, je disais, normalement, on crée un contexte. Donc, on crée un contexte avec New Audio Context. Et là-dedans, donc, on a notre contexte qui est notre studio de musique. Super. Dans ce contexte-là, on va créer un nœud de génération des ondes qui s'appelle l'oscillateur. Donc, on va dire contexte. Bon, je vais faire le const quand même. Oscillateur. Voilà. On va dire contexte, crée-moi un oscillateur, s'il te plaît. On va dire, OK, voilà ton oscillateur. Il est là. Maintenant, on va brancher cet oscillateur à la sortie de notre contexte. On va dire oscillateur, connect, context.destination. OK, super. Et maintenant, il ne reste qu'à démarrer cet oscillateur. Au cas où. Voilà, on l'entend. Super. C'est moche, mais on l'entend. Donc, on vient de créer la graphe de routage audio la plus simple du monde, parce qu'il n'y en a qu'un nom. Mais Chrome vient de générer une onde sinusoïdale de 440 Hz, donc un La, je crois. Et on l'a entendu. Donc, au début, honnêtement, j'étais super content avec tout ce truc. Je me suis dit, oh, c'est génial, et je me suis mis à faire des expériences. Mais cela dit, je ne suis pas un ingénieur audio du tout. Donc, j'ai beaucoup galéré. Pour vous donner un exemple comme ça, vite fait, si j'avais envie de redémarrer mon oscillateur, explosion. Et explosion parce qu'il se trouve qu'il y a quelques nœuds qui sont single use, only, et donc il faut les utiliser une seule fois, puis il faut recréer les nœuds, le reconnecter, le redémarrer, et tu te dis, bon, ok. Et puis, mais il y a quand même une fuite de mémoire parce qu'après, les nœuds original que tu avais fait, il est toujours branché aux destinations, donc il n'est pas garbage collecté, tout ça. Donc il faut faire un oscillator.disconnect après pour que le garbage collector puisse le bouffer, tout ça. Donc
au fur et à mesure, j'ai commencé à faire une espèce d'abstraction au-dessus de Web Audio. Et cette abstraction est devenue une petite librairie que j'ai mis en open source, blablabla. Et c'est ça notamment qu'on va utiliser en ce moment parce que ça va être beaucoup plus simple. Donc cette librairie s'appelle Pizzicato.js. Et je vais faire peut-être un peu de zoom. Et du coup, ça nous permet de créer des sons sans vraiment penser à tous les trucs qu'il faut faire derrière, à tous les graphes de routage. Donc voilà, on a un objet qui décrit le type des sounds qu'on veut créer. Et Pizzicato va s'en charger de créer la graphe derrière pour que ce soit possible. On peut aussi loader par exemple des fichiers du son qui sont dans un serveur. Voilà. On peut utiliser les microphones, mais je ne vais pas le faire parce que sinon ça va faire un feedback loop et puis on va devenir tous sourds. On peut aussi mettre par exemple une fonction qui va générer cette onde manuellement. C'est beau, hein? On va prendre plusieurs sounds, les mettre ensemble pour les grouper, pour les manipuler ensemble. Du coup, là, on en a 3, on l'a mis ensemble dans un groupe. Et bon, je n'avais pas fait le tour. Je vais juste dire vite fait, il y a pas mal d'effets qu'on peut utiliser déjà préfaits. Donc, par exemple, s'il y a une guitare sèche comme ça, on peut mettre de la distorsion. Et voilà. On a, j'en sais rien, moi, le flingueur est intéressant aussi. Voilà. Donc, pour nos visualisations, pour l'instant, on va utiliser cette librairie-là. Ça va être plus simple. Il y en a d'autres librairies. Hein. Allez jeter un coup d'œil, il y en a plusieurs. Mais bon, très bien. Donc, revenons à nos moutons. On était là. Ouais. Alors, donc, je viens de dire, il y a des nœuds qui créent une onde. Il y a des nœuds qui modifient cette onde. Mais il y a aussi un troisième type de nœud qui permet d'analyser ce qui se passe à travers lui. En fait, il ne va pas modifier la signal qu'il reçoit et qu'il envoie, il va juste regarder et nous donner l'information de ce qui se passe dedans. Donc, il y a 2 types d'informations qu'il peut nous donner. La première s'appelle le time domain. Et le time domain, en gros, quand on lui dit mon cher analyzer, donne-moi l'information liée au time domain, il va remplir un tableau et où les valeurs, au fur et à mesure qu'on avance dans les tableaux, c'est comme si on avançait au fur et à mesure dans le temps. C'est-à-dire que si on a une onde sinusoïdale, ça va monter, puis descendre, puis franchir 0, puis descendre, puis remonter, puis franchir 0, puis machin. Donc on aura une onde comme ça si jamais on avait une onde sinusoïdale parfaite. Voilà. Alors, ça, c'est pas bon pour des visualisations, parce que ça veut rien dire en fait. On n'entend pas une onde comme ça. Enfin, si je vous montre une onde, vous n'allez pas savoir à quoi ça sonne. Alors que avec les frequency data, on peut. Les frequency data, ça a l'air beaucoup moins intuitif au début. Mais ce qui se passe, c'est que quand on demande à l'analyzer, donne-moi les frequency data à cet instant-là du morceau que tu es en train d'analyser, il va prendre cet instant, il va décortiquer la musique dans ses différentes fréquences, et il va mettre dans les tableaux à gauche les fréquences basses, donc les et à droite les fréquences hautes. Et donc du coup, on peut voir à peu près à quoi ça ressemble ces morceaux. On peut voir qu'ici il y a peut-être la basse ou la grosse caisse de batterie. Ici il y a peut-être la basse ou un synthé. Ici il y a soit un cymbale. Enfin, on peut imaginer à peu près à quoi ça ressemble la musique quand on la voit avec les domaines de la fréquence. Pour vous donner un exemple, il y a cette vidéo que j'adore et qui est tout simplement une visualisation des données en barre avec les données de fréquence. Donc, c'est ça que je veux dire, quand on voit ça, on voit la musique, on voit que les petits
machin ici, c'est la basse, pam, 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 on la voit bouger. Et donc, ce qui nous intéresse pour nos visualisations, c'est les frequency domain, non pas les time domain. Très bien. Comment on l'obtient? Donc, on va revenir vite fait au site ici de Pizzicato. Tout à l'heure, je vais vous montrer la distorsion avec la guitare. Je peux accéder à cette guitare depuis la console parce que je l'ai mis en tant que variable globale. Donc ici, je peux faire des trucs. Et on va essayer donc de choper cette information de la fréquence de ces sounds qui existent. Donc déjà, on va créer notre analyzer. On va prendre le contexte de Pizzicato, les pz.context, et on va créer l'analyzer. Super. On a un analyzer ici. Il est là. Alors, ces informations, il y a un truc qui s'appelle frequency bin count ici. Et l'analyzer est en train de nous dire, écoute, quand tu vas me demander des trucs, je vais te donner 1024 trucs d'informations. Donc, il y aurait besoin d'un tableau de 1024 éléments pour que je puisse les remplir. Ça, on peut les modifier, mais bon, je ne vais pas y aller là-dedans. Du coup, comme l'analyzer ne va pas créer des tableaux lui-même, il faut que nous, on crée un tableau avec cette taille-là. Donc, on va créer un tableau entier, un uint with array, et la taille de ce tableau sera la frequency bin count, c'est-à-dire 1024. Quand on le crée, si je fais data, on aura 1024 0, parce qu'il n'y a rien qui a commencé. Donc, maintenant, on va brancher ma guitare, enfin le sound de la guitare, à cet analyzer. Super. Et la façon dont on demande l'information à l'analyzer, on lui dit, mon cher analyzer, donne-moi les bytes frequency data et fous-le dans ces tableaux. Dire, OK, c'est fait. On a toujours des zéros, évidemment, parce que le sound n'est pas démarré. Maintenant, je vais démarrer le sound de la guitare et je vais refaire la même chose. Guitare.play. On demande. On redemande. On redemande. Et donc ici, l'analyzer nous a fourni l'information, un ordre de fréquences. Et donc, chaque fois que j'ai demandé, il y a une information différente parce que la musique n'était pas la même à cet instant. Donc, si on pouvait faire une visualisation avec ces données, en bouclant de ouf pour récupérer les données à 60 fois par seconde, un truc comme ça, on verrait donc une animation, normalement, une visualisation des données audio. Donc, on a des trois. On a Pizzicato et on a l'analyzer node. Normalement, on a tout ce qu'il faut pour faire une visualisation. Ben, on va tenter. Donc, déjà, je vais changer à peu près la vue pour le faire comme ça. Ça va être plus simple. Et on va reprendre le code qu'on a fait tout à l'heure pour voir ce qu'on peut faire. Et on va copier-coller des trucs. Voilà, j'avoue. Mais pour l'instant, je vais mettre une barre ici pour être genre, le nouveau code et l'ancien code. Et aussi, je vais peut-être arrêter le auto-update, parce que sinon on va voir plein des trucs qui se passent à gauche qui ne correspondent pas à ce qu'on veut. Ok. Je vais mettre ça ailleurs. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut? Le prix, pour l'instant, on s'en fout, hein, parce qu'on va prendre les informations à partir d'un analyzer. Donc on n'a pas besoin de prix. Par contre, on a besoin de l'analyzer. Donc on va le créer déjà. Avant qu'on commence, il faut importer Pizzicato. C'est super petit le truc. Ok. On l'a. OK. Donc, l'analyzer sera un pz_context.createAnalyzer. Super, on a un analyzer. Maintenant, il faut le tableau que l'analyzer va remplir. Donc, data va être un new uint with array, un truc comme ça, avec analyzer.frequency bin count. OK, on a le donné. On va toujours avoir le width et le height, hein, ça on va le copier-coller. Sauf que maintenant, les heights, je vais le faire un peu plus grand. 1300, pourquoi pas. On a toujours le concept de bar height. Ça va être la même chose, en fait. C'est juste que ça va bouger par rapport à la musique. Mais je vais quand même enlever le petit padding des 2 pixels qu'on avait mis. Et c'est plus prices, c'est data. OK. On a toujours le scale, ça nous sert. Et sauf que maintenant, l'échelle qu'on a, les domaines qu'on a, va de 0 à 255.
255, c'est la valeur maximale que l'analyzer va nous donner. Donc, 0 à 255, on aimerait bien avoir un retour de 0 à 8. Okay. Donc, jusqu'à là, ça va. Donc, alors, on va voir une visualisation à peu près comme celle-là, qui va bouger avec la musique, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'il va falloir boucler, comme j'ai dit tout à l'heure, mais à chaque boucle, tout ce qu'on va mettre à jour, c'est le width de chaque barre. Les barres vont rester dans leur même X, Y, et vont avoir le même height. Donc, pas besoin de calculer tout ça à chaque fois. On va essayer de juste calculer ce qu'on a besoin, donc c'est-à-dire le width. Donc déjà, on va commencer par mettre les choses qui ne seront pas calculées à chaque itération. Donc bon, on va mettre les dimensions du SVG, hein, ça c'est sûr. On va aussi mettre tous les rectangles qu'on veut. Donc les data, c'est plus précis ces data, mais on va faire enter append rect pour qu'on finisse avec 1024 rectangles. Donc jusqu'à là, ça va. Puis on va sélectionner ces rectangles. Non, attends, ça j'ai le copier-coller, c'est ça. Non, donc paf. Puis donc X, ça ne va pas changer. X, on le copie-colle. Tous les rectangles auront le même X. Y, ça ne va pas changer. Tant qu'on est dans l'Y, et voilà, exactement. Merci. Non, mais c'est bien vu. Parce que du coup, tout à l'heure, j'ai mis price et index, mais enfin, en vrai, si vous voyez des tutoriels sur Internet ou des documentations, tout comme ça, c'est une très bonne remarque. Partout, ils mettent D, I. C'est un peu une convention de nommage. D, c'est datum et I, c'est index. Donc, je vais commencer à mettre DI parce que ça va être... voilà, vous allez voir ça un peu partout dans le net. Je vais enlever les 2 pixels de padding que j'avais mis. Le width est dynamique, donc pour l'instant, le width, on va laisser là, en bas. Le height n'est pas dynamique, on va prendre le height. Le height sera toujours le même. Et finalement, le fill n'est pas dynamique non plus, ça sera toujours bleu. Voilà. OK. Donc, il nous reste juste à se débrouiller à mettre à jour le width. D'accord, on va le faire. Donc déjà, on va créer un sound, new pizzicato.sound, et on donne comme paramètre, dans ce cas, le path de mon fichier. Donc, il se trouve que j'ai un fichier dans mon serveur, enfin, dans le serveur de Git, audio, et ça s'appelle, je crois, pianoelectro.mp3. Super. Comme deuxième paramètre, on peut lui donner un callback qui va être exécuté une fois que le sound soit loadé. Oupsie. Pardon. Azerty. Voilà. Donc, une fois que le sound soit là, que tout soit prêt pour l'exécuter, on va les brancher à l'analyzer. Et on va le démarrer. Jusqu'à là, on n'a rien fait. Jusqu'à là, voilà. Il y aura du son qui tourne, mais finalement, il faut maintenant créer la fonction qui va être itérée 1000 fois, où l'on va mettre à jour le width. Dans cette fonction, ce qu'on veut faire, c'est d'abord demander à l'analyzer byte frequency data, demander à l'analyzer les données de la fréquence pour qu'il les mette dans les data. Puis on va prendre tous les rects et mettre comme attribut, mettre à jour les données et mettre comme attribut le width. Donc c'est juste ces parties-là qu'il faut itérer 1000 fois. Donc, naïvement, on pourrait dire, bon, écoute, je vais appeler draw ici, et puis à la fin de cette fonction, je l'appelle récursivement aussi draw, et voilà. On pourrait, hein. Mais c'est pas top. Parce qu'il y a un moyen de dire au browser, écoute, je vais faire un truc que je vais répéter 1000 fois et qui va avoir des conséquences graphiques. Donc, il faut que tu exécutes cette fonction avec un frame de l'animation. On peut spécifier ça. Ça, c'est chouette. Et la fonction pour faire ça, c'est window. Yeah, très bien. Je ne me souvenais pas en plus. C'est super. Request animation frame. Exactement. Donc là, on est en train de dire execute draw, mais fais gaffe, je vais faire des trucs graphiques là-dedans. Donc normalement, on va faire la même chose ici. Et si tout marche bien, ça va donc faire des tours et on va voir le width se mettre à jour. Je l'appelle une fois pour entrer dans la fonction et une fois dans la fonction pour itérer dessus. Oui, tout à fait. Enfin, tu vas pas créer deux
il va créer un et puis il va donner le deuxième à l'itération suivante. Mais ça, c'est tout à fait valable. Ouais. Non, c'est une bonne question. Alors après, je vais faire run. Ça serait vraiment trop beau si ça marche. Donc, on aura peut-être des erreurs. On va déboguer ensemble. Soyez pas trop dur. Oh putain, ça marche. Donc voilà, on a un truc qui bouge avec la musique. Ça, c'est cool. Ok. Alors, juste avant de continuer, il y a un truc super sympa aussi qu'on peut faire avec D3. C'est un scale, mais des couleurs. Donc un color scale. Et c'est scale. Et c'est la même chose que l'autre. Donc on fait D3, donne-moi un scale linéaire. Le domaine est le même. Donc comme domaine, j'aurai des 0 à 255. Mais comme range, et ça c'est fou, on peut dire, mon range, je veux bien que ce soit du yellow à red. Ça, c'est vachement sympa, en fait. Donc, ça veut dire que le fil, ici, peut aussi devenir un truc dynamique. Et au lieu de lui donner juste un truc statique comme ça, on peut dire, écoute, toi, ta valeur, ce sera le color scale. Et donc, on le met ici, dans la partie qui va boucler. Et du coup, les valeurs élevées vont être rouges, les valeurs plus faibles vont être jaunes. Et bah, c'est vachement sympa parce qu'on peut faire des trucs de ouf. Là. Voilà. On était où? On était là. Est-ce que c'est fini? Bon, ouais. Donc, bon, avant de continuer, je voulais juste vous donner 2-3 sites, et trucs et ressources que je vais peut-être mettre aussi dans le site de Meetup, mais juste pour vous montrer. Bon, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mon CodePen. J'essaie de temps en temps de faire des visualisations. C'est pas un truc de ouf, mais il y a des trucs qui pouvaient peut-être inspirer des choses. Par exemple, celle-là, on peut modifier ces handles pour couper la fréquence. Donc, qu'est-ce qui se passe si on coupe la fréquence basse, pardon. On n'entend plus la basse, alors qu'on l'entend. Et si on coupe la fréquence haute, on n'entend que la basse. Donc voilà, il y a des trucs comme ça. Il y a un qui je fais aussi avec un truc circulaire. Donc, comment je fais pour sortir d'ici là? Okay. Tous les codes, donc, vous pouvez le voir, il est là. Alors, plus généralement, avec WebAudio, si ça vous tente d'y plonger un peu plus, sur mon GitHub, il y a le projet Pizzicato ici, mais il y a aussi un projet qui s'appelle WebAudio Resources, où j'essaie de mettre une liste des liens sympas liés avec WebAudio. Et dans cette liste, j'ai un endroit pour apprendre des tutoriels, etc., etc. Il y a des librairies, des visualisations. Il y a des projets juste qui m'ont fait marrer, qui sont sympas. Et il y a une liste des listes, c'est Listception, où on a une autre liste il est où? Awesome Audio Visualization. Et c'est une liste que je ne m'en tiens pas du tout, je n'ai jamais contribué ni rien. Mais c'est une liste en GitHub liée à la visualisation des données audio, qui est vachement sympa. Parce qu'avant de commencer le Meetup, j'étais en train de voir celui-là. Il est chouette. C'est pas mal, hein? Franchement. Avec des triangles. Il y a le code, normalement, quasiment toujours, il y a un petit lien GitHub pour regarder le code.
Après, pour D3, bon, il y a le site de D3, d3js.org. On a toute la documentation et tout ça, où il y a plein d'exemples qui sont hébergés dans plusieurs sites différents. Mais il y a un site qui est vachement sympa, qui s'appelle Blocks. Mais Blocks, bizarrement, c'est bl.ocks.org. Et Blocks, c'est en gros une espèce des showcases de pas mal des projets des gens qui font de D3. Et je vous invite fortement à voir les projets de M. Bostock. Parce qu'il se trouve que M. Bostock, comment je fais en fait, M. Bostock, est le créateur de D3. Donc c'est le mec les plus balèzes du monde en D3. Et c'est pas mal parce qu'on peut voir des choses qu'il fait et son code. Donc ici, par exemple, on peut faire, il a fait un range, il a fait, je sais pas, il a mis les data, puis il fait enter pour mettre les paths, puis machin. Donc c'est vachement sympa. Souvent, c'est pas beaucoup de code, hein. Souvent c'est juste quelques lignes. Ça, c'est tout, y compris l'HTML. Et donc on peut apprendre et puis modifier les codes et puis essayer de faire des choses avec. Donc moi, honnêtement, je prends pas mal d'inspiration là-dessus. La visualisation que je vous ai montrée au début avec les petits machins qui bougeaient. Je l'ai pris à peu près d'ici en fait. Il fait pas l'animation, mais j'ai trouvé cet arrangement de points vachement sympa. Et puis j'ai vu comment il faisait pour chaque point, puis j'ai mis l'animation avec l'analyzer, etc. Mais je vous conseille fortement de venir ici et voir tout ce qu'il y a à apprendre et apprendre les codes, les modifier vous-même. Et voilà, quoi. Ça sert comme apprentissage. Quoi d'autre en termes de ressources? Je crois que c'est tout. Je vais faire mes 2 minutes, même pas, de pub. Je travaille dans une boîte qui s'appelle KDS. On a acheté les pizzas la dernière fois, mais cette fois-ci, non. Cette fois-ci, c'est rare. Et du coup, on est en train d'embaucher des gens, développeurs. On ne fait rien à voir avec la visualisation de données ni de l'audio. Mais que ce soit des stages ou des CDI, franchement, venez me voir si vous êtes intéressé. Et voilà, quoi. Vous me trouverez ici. N'hésitez pas à m'écrire ou à faire des pull requests ou quoi que vous... Voilà. Et je serai ravi de vous aider et de faire des trucs ensemble. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Le lib, en fait, il y a une librairie JavaScript pour brancher le lib. Et ce qu'il fait, c'est il y a un loop qui te donne à tout instant ce que le lib voit. Donc, tu peux voir vraiment des choses assez précises comme la position de chaque doigt de la main et l'auteur de la main, combien de mains il y en a, tout ça. Donc, ça s'appelle libjs, je crois. Ouais. Il se peut que ça soit super vieille. Hein. Je ne l'ai pas mis à jour depuis 2 ans. J'ai pas vu, non. Je sais pas s'il y a d'autres. Oui. Pardon? Ah, c'est une très bonne question. La question est côté performance de 3, à partir de combien ça devient lent? Je sais pas. J'ai aucune idée. Et plus que ça, je pense que ça dépend beaucoup de navigateurs et de la bécane elle-même. Donc, c'est sûr que si on a une vision des dizaines de milliers des choses qui sont en train de se mettre à jour, oui, on va constater des lenteurs. Déjà, moi, avec quelques expériences que j'ai fait juste en changeant la width avec un analyzer un peu plus poussé, je voyais déjà que ça ramait. Donc, il y a sûrement des considérations de performance, mais je ne sais pas exactement jusqu'où ça va. Ouais. Oui. Oui, bien vu. En fait, l'analyzer, on peut lui demander time et frequency. Et dans ces 2 domaines, on peut lui demander du byte et du float. Et donc là, je fais que du byte, qui va de 0 à 255, mais le float va de -1 à 1 ou de 0 à 1, je ne me souviens plus. Par contre, dans JavaScript, on peut créer des tableaux typés.
Et je crois que c'est souhaité pour Web Audio et pour l'analyzer de juste lui donner les tableaux dont il a besoin. Donc, uint with an array, c'est-à-dire un tableau qui est censé contenir 2 entiers. Et il y a aussi les uFloat array ou un truc comme ça, qui est la même chose mais pour le float. Et on essaie d'utiliser cela pour l'analyzer. Je ne sais pas trop pourquoi en fait. Ouais, c'est bien possible. Ouais, c'est bien possible. Parce qu'en fait, Web Audio, c'est pas un thread différent. JavaScript, c'est monothread. Et comme Web Audio est vraiment super sensible à tout ce qui est performance, tout ce qui est timing hyper précis et tout ça, c'est un thread à part qui est super près de la carte de son. Et normalement, c'est plus un espèce de thread read-only. On ne peut pas vraiment aller à ce thread et faire des trucs. C'est pour ça qu'on lui donne un tableau et lui, il remplit le tableau, mais il ne renvoie rien. En fait, c'est assez obscur. Et là-dessus, j'imagine qu'il fait des optimisations liées au type de tableau qu'il a. Mais à vrai dire, je ne suis pas un expert là-dessus aussi bas niveau. Oui. Dans quel cas c'est préférable d'utiliser D3 par rapport au processing? Je ne sais pas. Je sais que JavaScript, Greg va me corriger s'il dit n'importe quoi, mais je pense que JavaScript a tendance à être plus performant que P5.js. En fait, d'après les tests qu'on avait fait avec P5.js, il y a des domaines où P5 n'est pas très très bon, mais c'est plutôt quand on commence à vouloir faire du WebGL. C'est là où on atteint les limites. Processing, qui est développé en Java, est très performant parce qu'il s'appuie sur OpenGL et c'est très optimisé, ça marche bien. Le support de tout ce qui est graphisme 3D et de WebGL dans P5.js, ça reste encore un peu jeune et peut-être pas tout à fait au même niveau. Par contre, pour de la visualisation, je dirais que la grande force de D3, c'est d'être vectoriel. La facilité que Alejandro a à manipuler, à rajouter des éléments directement dans son graphe. On peut le faire aussi avec P5. Simplement, P5, ça reste du bitmap derrière, pas du vectoriel. Donc ça n'a pas tout à fait... l'usage est un peu différent. C'est vrai que P5, c'est du Canva quoi, derrière. C'est bien pour faire du jeu, pour faire de l'animation, mais il y a le pour et le contre. Je dirais qu'à la limite, on peut faire à peu près tout avec les deux. Je pense que la visualisation graphique pour le son, P5 peut s'y prêter. Mais j'ai pas encore essayé de faire ce qu'a fait Alejandro avec D3. Quand je serai à ce niveau-là, je vous le dirai. Moi non plus, j'ai pas essayé de faire ça avec Processing, donc je saurais peut-être pas te dire. Ce qui est sûr avec P5, c'est que il manque à P5 un moteur d'animation 2D réellement. Ça reste vraiment du Canva bas niveau et du bitmap en fait. Donc, et ça, on s'en rend vite compte quand on commence à vouloir faire des jeux avec des interactions et des collisions entre des différents éléments et qu'on a besoin de savoir, surtout si on commence à faire des mises à l'échelle, etc. Et on veut savoir si l'élément il est vraiment en collision avec l'autre, etc. Alors que les deux sont pas au même plan, ça devient vite compliqué et P5 ne fournit pas de solution en natif. Alors qu'il y a d'autres trucs genre comme Fabric.js par exemple ou d'autres librairies qui s'appuient aussi sur Canva mais qui sont un peu plus avancées dans ce domaine-là par contre. Oui, Ouais, c'est une réécriture en fait de processing pour directement en JS. Il existe deux projets en fait concurrents dans le domaine du web, dans les browsers. C'est Processing.js qui a été développé par John Rizig, le papa de jQuery, et P5.js qui est développé par l'équipe, des membres de l'équipe du projet Processing initial. Donc ils sont un peu en concurrence l'un et l'autre. Processing.js, l'optique qui a été choisie, c'est de prendre des sketchs processing, donc avec l'extension .pde, et de les parser, de les interpréter, de les rendre, d'en faire un objet JavaScript qui va faire la même chose que l'équivalent Java.
c'est assez balèze parce que, enfin, il faut le faire quand même. Hein. Enfin, bon, c'est John Reisig, donc le mec, il est balèze. Je pense qu'il doit être à peu près au même niveau que le papa de Détroit. Ouais, et tandis que l'équipe de P5 a, elle, choisi de vraiment, on crée son sketch en pur JavaScript. Donc il y a des petites différences de syntaxe. J'avais fait sur mon GitHub, vous pourrez trouver un tuto où j'avais expliqué. J'avais fait plein de conversions de sketch processing vers P5 et je m'étais heurté à différentes difficultés. Donc j'avais essayé chaque fois que j'avais réussi à trouver une solution, je l'avais consigné dans ce document, donc vous pourrez le retrouver sur mon GitHub sans problème. Mais tout n'est pas facile à transposer parce que processing c'est du Java. Et du coup, quand on veut faire du P5, et notamment tout ce qui est classe, et quand on commence à le faire du processing à 2 niveaux avancés, on commence à vouloir à utiliser des librairies Java complémentaires. Et là, du coup, le portage vers P5 peut devenir très compliqué. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci Alejandro. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire finalement, je ne l'ai pas utilisé. Je vais vous faire une présentation sur l'utilisation de machine learning dans un contexte plus drôle que faire les entreprises gagner de l'argent. Là, c'est dans un contexte de performance musicale. Avant tout, je vais vous donner juste un peu de contexte, me présenter un peu. Donc, mon travail de tous les jours, c'est d'être développeur dans le domaine de la data. Donc, tout ce qui est big data, aider les entreprises à capitaliser sur leurs données, donc récupérer des téraoctets, les aider à créer des pipelines, d'où les schémas un peu comme ça, là. Donc, aussi bien des choses un peu très froides ou bien des choses qui sont censées aller vite. Et le soir, très tard, quand j'ai encore un peu de temps, je fais de la musique, en fait. Donc là, c'est quelques éléments. Et pendant un moment, il y a environ 1 an et demi, je me suis dit ce serait bien de trouver un pont entre ces deux activités-là. Juste parce que je me rendais compte que la notion de data allait bien plus loin que simplement des gros CSV, qu'on était entouré de data. Et que mine de rien, lorsqu'on fait de la musique, on génère de la data. Et que ce serait intéressant d'utiliser des technos que j'utilise le matin. L'utiliser le soir entre 22h et 3h pour essayer de voir comment je peux utiliser des trucs comme ça, des concepts que j'ai l'habitude d'utiliser pour pouvoir faire des trucs drôles en fait. Et le principe qui m'a mené à cette réflexion-là, c'était de se rendre compte que la musique, est-ce qu'il y a des musiciens dans la salle? Ok, c'est cool, il y a des slides pour ceux qui ne sont pas musiciens. C'est que la musique, mine de rien, on pense que c'est quelque chose de très abstrait, que c'est je suis un artiste, alors qu'en définitive, c'est assez mathématique dans le fonctionnement. Et qui dit mathématique, dit fonction, dit que je peux essayer d'automatiser un certain nombre de choses. Et je vais vous montrer qu'en théorie musicale, il y a pas mal d'éléments qu'on peut automatiser. Une des vidéos qui m'a le plus marqué, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. En gros, c'est un groupe de 3 qui arrivent et qui disent on est un groupe, mais on n'a jamais encore fait un tube. Et il y a l'autre qui dit c'est parce qu'on n'a pas utilisé les 4 accords magiques. Il dit les 4 accords magiques, et pendant je ne sais pas combien de minutes, il s'amuse à reprendre des morceaux d'il y a 20 ans jusqu'à des morceaux qu'on aurait pu écouter l'année dernière en utilisant les 4 mêmes accords. Alors, ils exagéraient un peu en disant que c'est les 4 mêmes accords. En définitive, ils utilisaient les 4 mêmes progressions. On en parlera un peu plus vite. Et on se rend compte qu'il y a des choses qui sont automatiques. Si on les fait dans l'ordre que tout le monde l'a fait, ça fonctionne très très bien. Ça montre aussi que ce n'est pas les accords qui vont nous aider à faire un tube, mais peut-être d'autres choses qui sont autour. Qui a dit l'argent? Bon. Et c'est à partir de ce constat-là que je suis rentré, que je suis venu près de mon piano. Je me suis dit, c'est pas faux ce qu'il raconte. Ici, on a un piano un peu standard. En termes de musique, on parle souvent d'accords majeurs et d'accords mineurs. Le principe des accords majeurs, c'est de dire un accord majeur de base, c'est 3 notes. Et le principe, c'est de dire, si je pars de cette note-là et que je compte 1, 2, 3, 4, j'aurai la deuxième note. Si je compte 1, 2, 3, j'aurai la troisième note. Et ça fonctionne sur n'importe quelle touche du piano que vous avez ici.
Donc, il n'y a pas besoin d'être super pianiste pour pouvoir faire un accord majeur. Il faut juste compter jusqu'à 4. Donc, théoriquement, même ma fille de 4 ans est censée pouvoir faire un accord majeur. Et les accords mineurs, c'est encore plus compliqué. Au lieu de faire 4-3, c'est 3-4, en fait. Et ça fonctionne. Faites-moi confiance, là. Sur n'importe quelle note que vous prenez, vous comptez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. C'est comme ça que j'ai appris les accords. Et ça fonctionne comme ça. Alors, sur la guitare, c'est un peu plus chiant, mais sur le piano, ça se voit très, très bien, en fait. Et si vous fouillez un peu dans la théorie musicale, vous allez voir que tout, c'est une histoire de pattern. Tout, c'est une histoire de fonction. On le voit très bien. Hein, si je mets la première note dans une méthode en disant ben, je veux un accord majeur, il sait calculer automatiquement les autres notes, en fait. Et pour moi, comme on dit que la musique, c'est un langage universel, je dirais que c'est un langage fonctionnel aussi. Et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'amuser. La deuxième notion là-dessus, alors première notion, gardez en tête, on peut automatiser des choses, faut juste un peu d'algorithmie. La deuxième notion, c'est la notion de machine learning. Alors en dehors du fait que c'était hype et que c'était cool d'en parler, il y en a qui font du machine learning ici? Ok, cool. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises alors. Alors, pour vulgariser un peu, un algorithme de machine learning, c'est quoi? C'est aider à une machine à apprendre en lui donnant des données, en lui disant, ben, quand tu as ces données-là, ça correspond à ça. Quand tu as ces données-là, ça correspond à ça. Donc, c'est ça que j'essaie de montrer ici. Donc, à partir d'un algo qu'on va choisir, je rajoute des features et je lui dis, ben, ce tableau de données-là va correspondre à tel label. Et lui, à partir de là, il va apprendre tout seul. Alors, j'ai mis un petit astérix, c'est pour ceux qui font du machine learning. Oui, tous les algos ne prennent pas de label, mais on ne va pas rentrer dans ce genre de débat-là maintenant. Mais dites-vous que pour ceux qu'on va utiliser, c'est comme ça. Donc, je donne un certain nombre d'informations et je lui dis, ben ça, c'est un chien. Ça, c'est un chien, ça, c'est un chat. Et pour utiliser, et une fois que j'ai généré ça, il crée un modèle. Il dit, OK, tu m'as donné ces informations-là, je me suis arrangé. Théoriquement, tu peux me tester. Et pour tester, en gros, c'est sur le modèle, j'appelle juste predict. Je lui donne une liste de données et lui, il me prédit est-ce que c'est un chien ou bien est-ce que c'est un chat. Si vous avez compris ça, vous avez compris comment on peut faire ce qu'on appelle de la classification machine learning. Ça va? J'ai perdu toute personne pour le moment, ça. Et je me suis dit, ça peut être cool d'utiliser ce genre de choses-là en musique. D'une part parce que lorsqu'on commence comme je disais, quand on fait de la musique, on génère aussi de la donnée. Il y a des choses qu'on peut automatiser. Et clairement, entre 23h et 2h du matin, je n'ai pas envie de reprendre la documentation de certains outils que je vais utiliser pour savoir à quoi correspond le 1, le 2 qui sont là-dedans. Et je me suis dit, au flair, il y a des choses qu'on peut faire. Et en cherchant sur Internet, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui commencent à utiliser du machine learning pour faire des outils de composition, pour pouvoir générer de la musique en mode fais-moi un morceau comme les Beatles. Et ça marche vraiment drôlement bien. Mais dans notre cas, on va regarder plus la dernière catégorie qui est ce que j'appelle les Smart MIDI Controllers. Moi, je travaille sur la JVM, enfin, donc le monde un peu Java. J'ai commencé à regarder ce qu'il y avait sur la JVM. J'avais trouvé, donc peut-être que ça vous parle pas, mais c'est pas bien grave. En gros, dites-vous que c'était pas du tout adapté à ce que je voulais faire, parce qu'en général, c'est des choses pour du big data, donc en mode cluster. Et moi, j'étais sur mon petit ordinateur. Je prenais plus de temps à démarrer l'application qu'à vraiment m'amuser avec. Quand tout à coup, j'ai découvert Wakinator. Alors, c'est moche. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, là, ça me semble encore plus moche, du coup. Mais c'est super pratique. Le principe, c'est de pouvoir fournir un outil à des gens qui ne font pas de développement. Alors, ça veut dire que ceux qui en font devraient se trouver encore plus à l'aise pour pouvoir créer ce qu'on appelle généralement un dataset. Donc, pour pouvoir créer, pouvoir dire à une application, voilà les données que je te donne, ça correspond à telle catégorie, entraîner le modèle et pouvoir l'utiliser seulement en faisant du clic. Je crois qu'il y a une petite démo normalement. Alors, la démo, je ne suis pas sûr que ça fonctionne parce que ma webcam m'a fait un vieux coup juste avant de commencer en mode j'ai pas envie de te voir. Non, ça arrive, hein. Ensuite, elle a refonctionné et elle fonctionne maintenant. Vas-y, suspense. Boum, ok, cool. Ici, c'est un petit outil qui utilise donc ma webcam pour pouvoir ensuite faire des gros pixels
Et comme vous pouvez le voir ici, il va envoyer 1000. En gros, il prend l'image et il fait 1000 gros carrés. Et on va s'amuser, nous, à créer un petit Wikonator. On va faire un nouveau projet. On va écouter à ce port-là. Donc là, c'est pas du live coding, mais c'est du live utilisation. Hein. Donc le monsieur, il me dit, sur le port 6448, tu vas écouter ça. Le pass qui sera ici, ce sera wake input. En termes d'input, j'en aurai 100. Je dis 1000. Et le reste, c'est pas super. Le reste, c'est pas super important en absolu pour le moment. Non, je l'aurais dû refaire. En fait, c'était important, en fait, j'ai menti. Donc, j'en ai 100. Ici, je vais faire un classifieur, voilà. Et je vais dire que j'ai 2 classes. Vous allez comprendre c'est quoi ces bêtises-là après. Mais tout ce qu'il y a à retenir, c'est que j'ai 100 entrées. En termes d'output, j'en aurai une seule. Et que je vais faire un classifieur qui puisse reconnaître 2 états, en fait. Tout simplement. Donc là, quand c'est vert, ben c'est comme les feux, c'est bon signe. Le principe, c'est que je vais essayer de lui faire reconnaître quand je... Alors, en fonction de la lumière, ouais, ça pourrait marcher. Je vais essayer de lui faire reconnaître quand je suis là et quand je ne suis pas là. Donc là, je suis censé être là. Donc, je lui dis que c'est la catégorie 1. Comme j'ai dit que j'ai 2 catégories. Je vais aller enregistrer les données. C'est simple, il faut juste rester là un petit moment. Donc là, on voit qu'il a enregistré 149 lignes de données. Ce qui correspond en fait aux 100 pixels que la caméra me renvoie. Maintenant, alors je peux faire ça plusieurs fois en mode quand je suis là un peu plus haut, quand je suis là un peu plus bas. Lui, il enregistre ça et il met la notion de feature et à côté, il dit ça c'est catégorie 1. Maintenant, je vais passer à la catégorie 2. Je vais essayer de lui apprendre quand je ne suis pas là. Là aussi, c'est pas très compliqué, il faut juste ne pas être là. Une fois que c'est fait, je vais appuyer sur Train. Donc, c'est la partie où je disais qu'on crée un modèle, en fait. Je lui ai donné des données. Alors, on peut voir les données, ça c'est amusant. On peut voir les données ici. Donc, je ne vais pas vous montrer les 100 colonnes, mais faites-moi confiance. En gros, il y a l'heure, les données qui correspondent aux 100 colonnes, et l'output, c'est la catégorie. Donc, les premiers que j'ai fait, c'est catégorie 1, et à la fin, on a la catégorie 2. Donc, je lui dis, fais-moi mon modèle et run. Et c'est là où, en général, ça ne fonctionne pas. Où je run, là, c'est catégorie 1, catégorie 2. Et si je reviens catégorie 1, je suis en haut catégorie 1. Là, c'est le gros piège. Catégorie 1. Et là, il ne me voit plus catégorie 2. Et tout ce que j'ai fait, c'est lui donner des exemples, faire quelques clics. Pas vraiment le plus compliqué, je pense. Appuyer sur Train pour qu'il puisse entraîner mon modèle. Et ensuite, appuyer sur Run pour pouvoir l'utiliser. Donc là, c'est bien gentil. J'ai fait un truc qui sait reconnaître quand je suis là, quand je ne suis pas là. Là, je vais essayer de vous montrer de façon un peu plus pratique comment je l'ai utilisé. Les slides ne sont pas dans le bon ordre. C'est pas grave. Enfin, je change mon ordre pendant que je vous parle, en fait. Donc, ça fait un peu bizarre. Là, en termes d'architecture, comment j'ai utilisé ça? Je me suis dit que je vais récupérer des devices. Montrer des exemples de devices à utiliser. Wikinator en entrée, sur le port qu'il disait, je vais envoyer 100 éléments sur le port 6448. En fait, contre le protocole qu'il utilise, c'est OSC. Donc, je me suis dit, si à partir de n'importe quel device, j'arrive à récupérer des informations, l'envoyer à Wikinator en OSC, faire ce que je viens de faire là, mettre mes catégories comme je veux. Et évidemment, il est cohérent avec lui-même. Lorsqu'on met run et qu'on choisit sa catégorie, et qu'il choisit la catégorie, il peut envoyer l'information aussi en OSC. Donc, je peux récupérer cette information-là en OSC. Moi, avoir une application qui écoute en OSC, qui génère du MIDI, et pouvoir envoyer ce MIDI-là à mon Logic Reason, à faire mon logiciel qui fait de la musique comme je veux. Alors, OSC, c'est quoi? Ça parle ou pas aux gens le protocole MIDI? Okay.
Donc OSC, c'est un MIDI++. Alors pour ceux qui ne savent pas, MIDI, c'est un protocole qui date depuis quelques années, qui permet de faire de la communication entre autres, entre un ordinateur et un contrôleur, donc un clavier. C'est pour ça qu'on parle de clavier MIDI, de pad MIDI, des choses comme ça. C'est un protocole qui est très vieux, donc qui est très restreint, parce que c'était adapté au matériel d'avant. Donc en gros, les valeurs vont entre 0 et 127, pas plus. Tu es limité en nombre de bandes, des choses comme ça. Et il y a des gens qui se sont sentis un peu frustrés, qui ont dit le changement c'est maintenant. Et on veut... on va créer un nouveau protocole qui va s'appeler OSC, où en gros, il n'y a pas trop de limites. Ça va dépendre de ce que tu veux envoyer. C'est toi qui définis ce que tu veux envoyer. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, surtout à cette heure-là, et que tout le monde commence à avoir faim. Ce n'est pas le plus intéressant. Mais sachez qu'actuellement, dès qu'on veut faire des choses autour de la musique, il y a beaucoup de personnes qui commencent à gérer les deux, de l'OSC et du MIDI. Moi, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Reason. Pas que c'est sponsorisé, mais c'est celui que j'utilise depuis des années. Mais ce que je vais vous montrer là, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel logiciel. Enfin, logiciel qui gère du MIDI. Alors, au début, je me suis dit, c'est cool. Je vais récupérer, du coup, du matériel que j'ai chez moi pour pouvoir essayer de faire différemment. Donc, j'ai pris mon iPad. J'avais une application qui savait générer de l'OSC. Et entre autres, ils pouvaient envoyer du coup l'accéléromètre et d'autres informations que je gérais. Donc c'était sympa. J'ai fait plusieurs versions puisque je suis très bon en design, comme vous allez le remarquer. Donc j'avais fait une première version comme ça qui me permettait même de taper des accords automatiquement et de jouer avec mon accéléromètre. Je me suis rendu compte que c'était un peu débile parce qu'un iPad, on gère main droite par là, main gauche à là et tous mes boutons étaient au milieu là. Donc c'était vraiment très nul en UX. Donc, j'ai essayé de m'améliorer, soi-disant. Mais quand t'es nul en UX, t'es nul en UX. J'ai 203, là, je me suis dit, là, c'est la bonne, Fredo. Donc, j'ai 4 boutons par là, 4 boutons par là. Donc, il me permet de choisir un peu les degrés. Laisser un peu l'application gérer pour moi toute la théorie. Et moi, je kiffais tout. Et j'étais un peu en mode... Donc, c'était sympa. Mais on se retrouve encore très limité. Puisqu'il y avait comme mes pouces qui bougeaient. Et mon bras, alors que j'ai 5 doigts. J'ai essayé la vidéo. Alors, la vidéo, c'est cool, sauf que lorsqu'on fait l'apprentissage dans une configuration lumineuse, elle fonctionne pas forcément dans une autre configuration lumineuse. Et du coup, parfois, j'étais là, mais il me disait non, t'es pas là. Donc, c'est pas super sympa, sauf pour faire une démo en live comme ça. J'ai retrouvé une wig avec chez moi. Je me suis dit, bon, on va peut-être rentabiliser un peu. Donc, j'ai réussi à récupérer les données d'accéléromètre de la Wii Remote et pouvoir l'utiliser pour faire des shakers, par exemple, et le faire interagir, du coup, avec mon logiciel. J'avais une Wii Balance. Je me suis dit, mais on va l'utiliser aussi, celle-là. Alors, c'était vraiment fun, la Wii Balance, sauf lorsqu'il fallait venir faire des démos, où je me promenais dans le métro avec une Wii Balance, quand même. Et une fois, je suis allé faire une démo, et je pense que c'est la fois où ça m'a dégoûté le plus, où j'avais plus de piles, du coup. Parce que ça bouffe des piles, ce truc. Et alors que la veille, ça fonctionnait très bien. Peut-être que j'aurais pas dû répéter la veille, en fait. Et j'ai dû aller courir, chercher des piles vite fait. Je me suis dit, on va peut-être trouver une autre solution. Mais le gros intérêt de la Wii Balance, c'est que, mine de rien, c'est bourré de capteurs. Chaque truc... Enfin, il y a 4 trucs ici qu'il arrivait à bien récupérer quand je tapais bien en haut, au milieu, des choses comme ça. C'est vraiment fun à utiliser. Donc, si vous avez des choses comme ça chez vous à utiliser, ça peut être drôle. Finalement, j'ai trouvé un truc plus transportable. Alors, ce meetup n'est pas sponsorisé par Leapmotion, mais... mais malheureusement... la Leapmotion, alors, c'est un pote qui me l'a prêté. Bon, c'est pas qu'il me l'a donné, mais on va rien lui dire. Le gros intérêt, c'est qu'enfin, avec la Leapmotion, je pouvais utiliser mes 10 doigts. Et là, ça ouvre des opportunités qui sont superbes, en fait. Une fois que ça fonctionne. On se dit que, mine de rien, on peut commencer à se dire, je peux essayer d'attribuer un effet à chacun de mes doigts et à modeler ma musique comme je pourrais modeler de la pâte à modeler. Modeler de la pâte à modeler. Une petite démo, peut-être, ça serait mieux. Alors, ça, on va l'arrêter. Au revoir, madame. Ça, on va l'arrêter aussi. Donc, je vous ferai grâce de faire tout l'apprentissage et choses comme ça. Dans l'idée, j'ai 3 modèles qui fonctionnent en même temps. Il y a un premier modèle
qui me permet de gérer ma main gauche et de voir. Alors, je reprends en français. Comme je vous disais, il y a pas mal de choses en réalité qui sont très mathématiques dans la musique. Et entre autres, pour trouver des accords qui fonctionnent bien, c'est pas très compliqué, il y a des règles. Alors, si on a le temps, je pourrais vous montrer, mais il y a une règle que j'appelle la règle des tons-tons-tons, parce qu'il y a juste à compter des demi-tons et on sait quel accord qu'on peut faire, en quelle note qu'on peut utiliser déjà, ça permet de définir la gamme, et quel accord qu'on peut faire sur chaque note. Et ça, c'est juste mathématique. Une fois qu'on a compris la règle, ça se développe très bien. Donc, j'ai développé ça et j'ai fait un système un peu random où dès que dès que je ferme ma main, que je la réouvre, il me sort un autre accord qui rentre dans la gamme que j'ai sélectionnée. Ça, c'est le premier modèle. Donc, on l'a dans la catégorie. J'ai un autre modèle de régression qui, lui, arrive à faire la différence entre je suis ici donc dans les graves et où je monte plus haut dans les aigus, etc. Et le dernier modèle, il y a 5 éléments qui correspondent à mes 5 doigts, qui correspondent à 5 effets que je peux attribuer à mon logiciel. Alors, pour être cohérent, je vais peut-être lancer tout et déposer le micro. Là, c'est le moment de stress. On se demande si ça a fonctionné ou pas. J'ai préparé un petit projet. Ce ne sera pas aussi musical que ce qu'Alex a présenté tout à l'heure. Mais dans l'idée, c'est pas le terme. Non, parce que ça fonctionnait avant que je fasse le talk. Donc, ouais. Ah, peut-être le Leapmotion. Peut-être le débrancher. C'est pas le moment qu'il me fasse ça. Toi, je te dois une bière. Hein. Punaise. J'aurais quand même eu la honte, là. Alors, oui, on va le relancer tranquillement. Oh, le son que j'ai pris un peu plus en plus. C'est pas drôle. Comme je le disais, le premier, c'est... Il gère le son en fonction de la hauteur. Oui, c'est pas le son le plus mélodieux, mais j'étais pas inspiré sur ce coup-là. Et à chaque fois que je ferme et que j'ouvre la main, il me sort un accord différent. C'est super chiant. Il me sort un accord différent. L'élément ici, je ne sais pas si vous voyez, il faudrait regarder. Vous voyez bien ici? Non, je vais faire plus grand. Si vous surveillez les boutons ici, 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 ici et ici, ça fait 5 ça? Non, ça fait 6. J'ai 6 doigts. En fonction de comment je bouge mes doigts, vous allez voir qu'ils bougent en fait. Alors, normalement, mon pouce, c'est le pitch qui bouge. Mon index, non, mon pouce, c'est oui, c'est le pitch, normalement, ben, il aime pas. Mon index, c'est le well, le filtre, c'est ici, etc. Et dans le principe, c'est fermer ses yeux et essayer d'imaginer comment on peut contrôler la musique sans réfléchir trop.
Le plus drôle dans l'histoire, c'est que ça fonctionne avec ma main, mais ça pourrait fonctionner avec la main de n'importe qui, en fait. Puisque dans le principe, la Leap Motion permet de reconnaître une main, reconnaître chaque doigt. Et ensuite, à partir de là, d'envoyer les informations qui correspondent à ce que vous faites avec votre main. Donc, c'est vraiment pas un modèle. Je parlais de modèle lié à des données que moi j'ai faites. Mais les données que moi j'ai faites, c'est juste des données de main. Et lui, n'importe qui pourra venir tester tout à l'heure et venir s'amuser avec si j'arrive à trouver un bon son. L'inconvénient, c'est que quand ça tourne, on l'oublie et on passe notre main sans faire exprès des fois. J'ai pas regardé le timing, je sais pas combien de temps qu'il me reste, mais... mais ça allait trop vite alors. J'étais ici. Donc voilà, je n'ai pas voulu montrer du code parce que je me suis dit que je n'étais pas sûr que ça vous intéressait. Enfin, surtout qu'en définitive, j'ai fait ça moi en Scala parce que c'est mon langage de prédilection. Mais le plus important avec Wikinator, c'est de se dire, quel que soit le langage que j'utilise en fait, dès que je sais envoyer du OSC, et des librairies pour envoyer du OSC, il y en a dans tout, Python, JavaScript, C, parce qu'en définitive, c'est juste envoyer des messages qui correspondent à des tableaux sur des sockets. Donc, si vous savez faire ça, ou bien si vous avez un langage que vous préférez, il y a de fortes chances que vous trouviez quelque chose qui vous permet d'envoyer du OSC. Donc, si vous pouvez prendre un device, une Wii Remote, ce que vous voulez, envoyer du OSC, Wikinator, c'est déjà apprendre. Si vous savez envoyer du OSC, en général, vous pouvez récupérer du OSC aussi. Donc, vous pouvez récupérer la conclusion de Wikinator, enfin la prédiction de Wikinator. Et là, je vous ai montré les fonctions de base, c'est-à-dire que je ne suis même pas rentré dans les détails pour ceux qui font un peu de data science. Il y a différents types de modèles d'algorithmes qui sont là. Donc, ça va du SVG à du random forest. Vous pouvez gérer les paramètres sans problème. Donc, ça semble très le truc pour enfants. Mais derrière, il permet, alors, pas aussi poussé que des choses qu'on utiliserait sur des challenges de data science. Mais franchement, les algos sont déjà suffisamment poussés pour pouvoir s'amuser, même lorsqu'on fait de la data science. Et ça, c'est à disposition de tout le monde. C'est gratuit, c'est open source. Il y a même un MOOC sur Cadence qui explique justement l'utilisation de ça en 3-4 semaines. Et c'est vraiment très, très simple d'utilisation. Moi, j'ai fait ça vraiment en mode sur mon temps libre et en mode kiff, quoi. C'est vraiment accessible. Donc, si ça vous branche, il y a que vous qui vous empêche de passer le pas. Parce que clairement, maintenant, on se retrouve avec beaucoup de ressources, des exemples, des outils pour pouvoir le faire. Et en termes de langage, tout le monde peut accéder à son utilisation. So, what next? Idéalement, j'aimerais bien m'amuser avec d'autres devices. Donc, moi, j'ai fait le tour des 8 trucs que j'avais chez moi. Donc, on voit... donc, rentrer peut-être dans des choses genre la Kinect. J'ai vu des exemples, justement, de gens qui utilisaient la Kinect, qui balançaient dans Wikinator, comme quoi il est partout, pour pouvoir faire des trucs assez fun. J'ai des potes qui ont une startup qui ont un produit, parce que c'est vieux, c'est avril 2016, qui s'appelle Mellowmine. Le principe, c'est un casque audio, mais qui permet de récupérer des infos de neurosciences aussi. Et évidemment, il y a une API qui fournissent aussi pour qu'on puisse s'amuser. Ça sort fin de l'année, je crois, dernier trimestre. Parce que c'est une startup qui a fait un Kickstarter et tout. Moi, j'attends ça avec impatience. J'arrête pas de les saouler pour leur dire ouais, vous avez du retard, les gars, quand même. Pour pouvoir essayer de voir comment on peut s'amuser à faire des choses. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, en définitive, s'il y a une API, je peux récupérer des choses dans Wikinator et voir comment je peux m'amuser avec. Donc, j'ai vu des gens utiliser des casques comme ça pour contrôler des drones. Je pense qu'on peut essayer de contrôler d'autres choses avec. Ça peut être fun. On peut aussi s'amuser à créer notre propre contrôleur, du coup. Alors, Bitalino, c'est mon kiff depuis un moment et j'ai jamais passé le pas, mais c'est un kit pour pouvoir récupérer des informations biométriques. Donc, tension musculaire, battement de cœur, des choses comme ça. Et eux aussi, ils fournissent du coup une API pour pouvoir récupérer ces informations-là en real time. Donc, il y a vraiment moyen sans être en mode je suis un super grand en électronique, il y a moyen de faire des choses vraiment amusantes. Je pense que cet été, ça va être mon kiff de cet été. Il y a le site Adafruit qui, dès que j'ai un coup de déprime, je vais là, je me sens mieux après.
Parce qu'ils fournissent aussi pour des gens comme moi qui sont nuls en électronique des choses un peu mais clés en main, quoi, pour pouvoir créer son petit truc. C'est un peu comme des Lego en plus parce qu'ils fournissent des choses qu'on peut brancher pour avoir du Bluetooth à autre chose et compagnie. Et c'est vraiment très très accessible en termes de comment faire. Alors j'ai pas passé le pas non plus, mais j'ai sifflé un tas de tutos là-dessus. C'est juste une question de temps et de motivation, je pense. Et c'est celui-là que je vise pas mal, puisque c'est un peu un tout en un. Il y a un accéléromètre dedans, il y a des lumières sur lesquelles on peut jouer, et le tout se développe en USB directement là-dessus, quoi. Et un autre truc que j'aimerais faire, c'est utiliser justement toute cette technologie qu'on a autour de nous, qu'on a dans nos poches, qu'on a sur nos téléphones, par exemple, pour pouvoir faire de la création musicale, mais tous ensemble. Essayer de faire une sorte de live où je vous donne une URL. Et on n'est pas si loin de ça, en fait, parce qu'il y a vraiment tout qui permet de faire ça maintenant. C'est des technos qu'on utilise beaucoup dans les entreprises en mode big data, pour pouvoir faire du fast data, comme on dit. Mais ça peut être fun de faire des choses un peu créatives autour de ça. Donc, chaque personne va sur l'URL et d'un seul coup, vous êtes responsable d'un effet sur un instrument. Et c'est en fonction de comment vous jouez avec votre accéléromètre, puisque c'est le genre d'information qu'on peut récupérer maintenant sur une page web qui peut être blanche parce que je suis nul en design, mais qui peut envoyer des informations. Et voir justement comment on peut, plutôt qu'avoir quelqu'un qui joue et les autres qui sont spectateurs, avoir que des acteurs et créer une pièce qui serait unique parce que c'est le temps T. Ma conclusion, ça, c'est le premier ordinateur. J'ai pas mes notes, donc je sais plus en quelle année, mais c'est le premier ordinateur qui a sorti quelque chose de créatif. Et ça date de 1951. Et tout ce qu'il a fait, c'est quelques notes, mais vous imaginez, 1951, il fallait pas s'attendre à de la grosse prod, quoi. Nos téléphones font 1 million de fois plus que ça maintenant. Les outils pour pouvoir faire des choses créatives avec un ordinateur, maintenant, il y en a même trop. Les ressources pour pouvoir apprendre à faire ça, il y en a partout. Il y a des MOOC pour ça. Il y a des plateformes de MOOC comme Cadenze, ça s'écrit K-A-D-E-N-Z-E, qui sont là spécialement pour les créatifs. Donc, des gens même pas développeurs rentrent là-dedans. Alors, imaginez-vous si vous êtes déjà un peu initié. Le seul truc qui empêche qu'on puisse aller à l'étape d'après, c'est nous-mêmes. Donc, je fais un appel. Hein. Je lance un appel si ça vous intéresse. Entre autres, le Meetup, il est là pour ça, pour essayer de rencontrer des gens qui veulent essayer de faire des choses créatives et utiliser des technos. Donc, sentez-vous libre de venir nous rejoindre. Et je pense que ce sera ma conclusion. Surtout que le 17 mai, on a encore de la place pour le truc de Mozilla, me dit-on à l'oreillette. Donc franchement, vous êtes les bienvenus. Ça, c'est une expérience comme ça. J'espère pouvoir voir d'autres expériences, que ça va vous inspirer, pouvoir voir d'autres expériences venant de vous dans ce meet-up-là, d'autres occasions. Est-ce qu'il y a des questions? Une fois. Ah, il y en a. Oui. Ouais. Ok. Ok. Je vais même prendre le risque de refaire un training. Juste pour toi. En fait, là, je vide mon truc. À ce niveau-là, c'est simple. Moi, je voulais faire la différence entre ma main qui est ici et ma main qui est là. Et là, j'utilise ce qu'on appelle un algo de régression. Bon, on aurait pu faire une règle de 3. Mais le principe, c'est de mettre ma main là où je veux qu'elle soit. C'est un peu compliqué là. Je lui attribue, je lui dis quand je suis là, je suis à. En réalité, je suis à 60 là. Et le maximum, ce sera 96. C'est moi qui ai fixé 60 et 96. Start recording. Donc là, je suis en train d'enregistrer. Je laisse juste ma main ici pour lui dire ici, c'est 60. Et ensuite, je peux mettre ma main un peu plus haut et lui dire là, c'est 96. Et ensuite, je peux m'amuser à mettre ma main un peu plus par là, par exemple, pour lui dire là, ici, c'est 96. Exactement. Après, c'est toi qui gères comme tu veux les éléments en réalité.
Et une fois que c'est fait, ben, le training, c'est la partie la plus compliquée. Il faut appuyer sur le bouton. Et théoriquement, là, il voit que je suis à 60, je lève. Et, parce que je lève, il monte aussi, en fait. Et si je redescends, ben, il va redescendre aussi. Ah, bah, très bonne question. Oui, mais moi, je l'ai fait un peu en mode, je suis, je cherche un terme, un gros fainéant. Je lui donne toutes les données. Et je l'ai fait volontairement, puisque alors, lorsqu'on fait de la data science, une bonne partie du travail, c'est surtout le nettoyage de données, la recherche de patterns pertinents, en fait, de features pertinentes. Et je me suis dit, si je lui donne des trucs sales, je veux voir à quel point il arrive à faire des choses ou pas. Et là, je lui donnais des trucs vraiment bruts. Et il arrive quand même à s'en sortir très bien. Donc, ça veut dire que j'ai une marge de progression qui est énorme, en fait. J'ai une slide où, normalement, je dis que je veux utiliser d'autres choses pour essayer d'améliorer. Mais la marge de progression, elle est énorme là-dessus. En utilisant des données qui sont pas du tout propres et qui peuvent aller de partout, il arrive à se retrouver quand même. Après, c'est mon use case qui fait ça aussi. Enfin, là, c'est en haut, en bas, les doigts limite. C'est très rare que mes doigts soient comme ça lorsque je fais en haut, en bas. Donc, ça va assez bien. Ouais. Oui. Ouais. Alors, le machine learning, principalement, c'est pour mon côté fainéant, en mode, je ne veux pas aller dans la documentation de Leap pour savoir à quoi correspond. Parce que c'est pas, en plus, je le fais en Java, donc c'est juste monstrueux l'objet qu'ils ont créé pour pouvoir dire, tu as deux mains et chaque main. Parce que j'ai dit que c'est chaque doigt, mais en réalité, c'est pas vrai, c'est chaque os de la main qu'il arrive à identifier. Alors, ça, c'est cool, c'est impressionnant, mais c'est juste chiant quand c'est toi qui développes, en fait. T'es bien placé pour le savoir. Donc là, le principe, c'est de dire, ben, moi, je fais ça entre 23h et 2h du mat, tu vois. J'ai pas envie de rentrer dans la doc de Leap pour essayer de reconnaître et me faire des choses, ma formule mathématique, en fait. Ah oui, non, mais clairement, c'est de la fainéantisme, bien assumé en plus. Mais en dehors de ce côté fainéantisme bien assuré, tu te rends compte que toute cette part de... J'ai aucune richesse à pouvoir faire ça à la main en lisant la doc de Leap. Ma richesse, par contre, elle va être dans comment je l'intègre dans mon workflow. Et le temps que je ne prends pas à justement travailler ça, je peux le prendre pour pouvoir travailler le vrai truc que je veux faire. C'est-à-dire, OK, une fois que j'ai l'info, sur quel effet je le mets, sur quel son je le mets, comment j'interviens. Et deuxième point, quelles sont les interactions que je veux, en fait. Parce que j'ai montré que ça comme exemple, mais alors, en musique, on a la notion de degré. On a une gamme en général de 7 notes. Enfin, 8, c'est en gars, bref, on va dire 7 notes. Et pour chaque note de cette gamme-là, il y a une règle qui dit le premier degré, ce sera un accord majeur, le deuxième, ce sera un accord mineur, le troisième, ce sera un mineur, le quatrième sera un majeur, le cinquième sera un majeur. Il y a une règle qui dit ça. C'est ça que j'appelle la règle des tonsons. Ah, mais je dois avoir une slide là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc, je prends n'importe quelle note, si je fais un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton, je me retrouve avec les notes qui sont dans ma gamme, donc les notes qui vont faire mon degré. Et je m'étais amusé à lui apprendre un langage des signes, en fait. C'est-à-dire, quand je fais ça, c'est premier degré, ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 4. Et là, je rentrais dans une logique vraiment à me dire, je choisis une modalité au hasard en fonction de mon mindset, de mon état d'esprit. Et ensuite, je lui dis, ben vas-y, fais-moi un 2-5-1 parce que c'est très glasé et que je sais que c'est des choses qui fonctionnent bien. Fais-moi un premier degré, quatrième, cinquième degré, sixième parce que c'est très pop et j'ai besoin de payer mon loyer. Enfin. Et ça, en lui apprenant un langage des signes. Et la meilleure façon de faire ça, en dehors de lire la doc et lui faire reconnaître que quand je suis comme ça, ben cet os-là est comme ça, celui-là est comme ça et les autres sont fermés. Ouais, voilà, exactement. C'est cette mine-là que j'ai fait. Et en utilisant le machine learning, ben, tu restes comme ça et tu lui apprends que ça, c'est 1, en fait. Et tu peux lui faire la différence entre ça, c'est 1 et ça, c'est 6. Et lui, il arrive à se retrouver. Et là, c'est ce temps-là que tu gagnes pour pouvoir le concentrer sur autre chose et tester. Parce qu'au début, c'était marrant de faire ça, mais tu te dis non, mais je profite pas de ma musique. D'où le côté random que j'ai plutôt fait pour dire on va découvrir de nouveaux patterns tout seul. Et on pourrait aller plus loin, puisque des patterns, ben, on les retrouve dans les différents morceaux. Je pourrais utiliser du machine learning pour qu'ils puissent reconnaître des patterns qui fonctionnent bien et qu'ils puissent me les ressortir tout le temps. Et là, on s'amuse, quoi. D'autres questions? Ah, oui. Ouais.
Ah, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je suis d'accord. Ouais, alors, je réfléchis. Non, l'expérience c'est toujours chiant avec Wakinator. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai un blocage. C'est le seul truc qui me saoule. Soit j'ai pas trouvé la bonne façon de faire, soit c'est pas possible parce que c'est pas pensé pour, en fait, tout simplement. Je sais que tu peux utiliser en termes d'algo, tu peux utiliser des réseaux de neurones. Je sais plus. Bon, je sais plus où est-ce qu'il y a les trucs. Ah oui, c'est ici. Ça, c'est de la classification, t'as que ça. Mais même le modèle, je n'avais pas réussi à l'exporter. Puisque moi, ça me saoulait un peu de passer. Une fois que mon modèle est appris, ça me saoulait de passer par les OSC. Et je voulais plutôt récupérer mon. Je sais en plus que c'est du Java derrière. Donc, récupérer mon modèle et lui donner automatiquement. Donc, je n'ai pas réussi et je ne pense pas qu'il y ait vraiment cette notion d'import, d'export. Après, Wakinator, ce qu'il y a derrière, c'est notre lib qui s'appelle Weka. Donc, il y a certainement moyen de. Et Weka, c'est beaucoup plus bas, enfin, plus bas niveau, c'est du code. Donc, il y a peut-être moyen de fouiller un peu et de pouvoir récupérer ce que tu veux, quoi. Après, tu fais pas de deep learning avec ça, hein, clairement. On est sur des algos plutôt classiques qui font le taf, hein. Mais enfin, l'objectif là, c'est clairement pas. Ouais. Après, en tout cas, je pense qu'il y a moyen à défaut de pouvoir faire de l'export. Alors, à défaut de pouvoir faire de l'export, d'une part, tu as Weka, mais en plus, tu as d'autres. Je pense à un projet qui s'appelle Smile. Alors là, c'est plus du Scala. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Mais Smile permet. Wakinator, les datasets l'enregistrent dans un certain format et Smile te permet de les relire pour pouvoir faire d'autres choses. Et si tu es habitué un peu avec tout ce qui est autour de la data science, en Python, ils ont scikit-learn. Smile, c'est une sorte de scikit-learn pour la JVM, en fait. Donc, tout le côté, je veux voir mes graphes, je veux pouvoir voir mes erreurs et compagnie, tu l'as aussi de la même façon. Donc, il y a moyen de bidouiller quelque chose un week-end, je pense. Mais c'est moi. Question. Une fois. Deux fois. Ah. Ouais. Alors, c'est l'un des buts que j'ai. Pas pour cette année, mais plus pour l'année prochaine. Essayer de vraiment faire quelque chose autour de l'humain et utiliser ça vraiment en live pour pouvoir. Le côté un peu en mode téléphone dont je vous parlais, c'est pas juste un truc dans ma tête, c'est vraiment un projet qu'il faudrait mettre en place. Et entre autres, plutôt que sortir moi mon téléphone, utiliser des Leapmotion ou utiliser des choses qui sont sur. Prendre quelqu'un, lui dire maintenant tu danses et le BPM, c'est toi qui le fais en fait. Et avec un Kinect, c'est possible. Donc, l'un des objectifs que j'aimerais bien atteindre l'année prochaine, c'est clairement utiliser ça vraiment pour du live performing. Parce que là, je l'utilise beaucoup plus pour de la prod à la maison. C'est-à-dire que j'ai un morceau qui est déjà là et avec des pads ou des choses comme ça. Et je vais apporter un côté humain que je ne pourrais pas avoir en bougeant juste deux boutons. Donc, l'utiliser la lib pour pouvoir vraiment moduler la chose. Mais le but ultime, ce serait d'avoir un truc qui serait bien carré, qui ne va pas me planter comme là parce que la ligne m'a tué, et essayer de pousser la chose vraiment pour du live performing, ouais, clairement. Wait and see. C'est bon? Vous avez faim? Ouais. Je sais pas si elles sont là, les pizzas. Ouais. Je sais pas si quelqu'un a envie de tester pendant que les pizzas arrivent. Ah, ouais, j'ai écouté. Donc la main droite te permet de changer les accords avec plus ou moins en haut en bas. La main gauche, pardon. La droite de votre côté. Et ouais, la main droite te permet de jouer des effets. Alors, c'est super compliqué à gérer parce que quand on fait de la musique, on a l'habitude d'avoir un truc dans les mains
Et d'un seul coup, on n'a plus rien. On perd nos repères. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu chaud à récupérer un peu. On n'a plus de sensation du coup. Quelqu'un d'autre? Ouais, mais les trucs que je t'ai montré, enfin les capteurs là, c'est. Alors, on va faire la. Comme les pizzas sont pas encore là, je vais vous raconter un peu ma vie. Je suis allé à Montréal le mois dernier et j'ai visité une cabane à sucre, ils appellent ça. En gros, c'est un endroit où tu manges du sirop d'érable dans toutes les sauces et à la fin, tu sors ton bidet rempli. Et au milieu, pour te faire digérer, il y avait un groupe qui faisait de la musique et ils avaient une sorte de cuillère. De cuillères, enfin, c'est 2 cuillères pour pouvoir faire clic, 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 clic. Et le gars, il a distribué des choses comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça super kiffant parce que je me suis dit, bah, tu mets des papiers qui permettent de récupérer le côté ça s'est touché. Tu relis ça d'une façon ou une autre pour pouvoir récupérer l'information. Et tu as le côté clic, clic, clic de la vraie cuillère que tu peux jouer ensuite avec des messages MIDI pour pouvoir faire du boum, boum, boum de l'autre côté. Et c'est des idées un peu farfelues que j'ai dès que je vois des instruments qui sont, enfin, des instruments ou des choses qui sont de la vie de tous les jours et qui te permettent quand même de faire un truc rythmiquement qui est plus simple que jouer à la batterie, par exemple. Ou simplement utiliser ça pour combien de fois qu'on a tapé un rythme sur la table. Et une fois que moi j'arrive pour essayer de le faire avec mon contrôleur, ben, j'ai plus le même rythme. Parce que tu n'as pas la même sensation. Le faire sur la table, c'est une question de feeling, en fait. Et une fois que tu arrives avec les pads, c'est pas vraiment le même ressenti. Donc, ouais, le but, c'est de prendre un truc qui est fictif ou quelque chose qui en termes de ressenti, est plus simple à aborder et quand même te permettre de récupérer l'information pour pouvoir faire de la musique derrière. Ouais. Très bonne question. Moi, je trouve que la latence est suffisante par rapport à ce que je fais. C'est-à-dire que, comme tu vois, moi, c'est surtout des effets sur des pads, par exemple. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une latence immédiate à ce moment-là. Moi, j'ai eu des problèmes de latence quand même sur la Wii Balance. J'ai eu un peu de latence sur la Wii Balance, mais quand tu vois tout le chemin que le truc est en train de faire, ça se comprend un peu. Et en plus, je suis sur une JVM, je n'ai pas cherché la facilité. Mais je pense que c'est surtout le côté, j'envoie un message. Parce que la Wii Balance, c'est un peu plus compliqué que ce que j'ai montré. La Wii Balance parlait à un logiciel qui savait parler à la Wii et qui savait m'envoyer le message en OSC, qui l'envoyait à Wakinator. Wakinator ensuite l'envoyait à mon application et moi je l'envoyais à Horizon. Donc rien que la phrase, elle m'a saoulé. Donc c'est normal qu'à la fin tu te retrouves avec un peu de latence. Mais je pense que c'est de la latence que je pouvais réduire. Soit en faisant sauter déjà le logiciel en question. Si je pouvais avoir un truc qui parlait directement à la Wiimote. Ensuite, si j'arrive à faire sauter Wakinator en quelque chose qui passe pas encore par le réseau, tu gagnes aussi là. Et franchement, tu peux avoir une latence suffisante. Enfin, j'ai eu des claviers qui avaient plus de latence. Bon, ça date un peu, mais non, je ne suis pas si vieux que ça. Mais j'ai eu des claviers qui avaient plus de latence que ça. C'est vraiment très abordable. Et pour des choses, alors pour faire une batterie qui doit faire vraiment un 4, enfin un 2 kick snare, c'est chiant. Mais pour faire un clicker, ça passe très bien. En définitif, le clicker, c'est... Et ça réagissait très très bien, en fait. Bon. Ah, c'est bon? Ah bon. Ben merci beaucoup. À très bientôt.